Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Delphine Lavabremias, chargée de projet et référente territoriale de l'Hérault pour le CODES 34, le comité d'éducation pour la santé de l'Hérault. Et le CODES 34 est opérateur pour l'Hérault, donc du DRAPS, le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé. J'ai aujourd'hui, donc j'introduis en tout cas cette matinale et j'ai en soutien technique avec moi Laura Tchersegui, qui est la coordinatrice régionale du DRAPS, et Guillaume Reyes, qui est chargé de communication à l'IREPS Occitanie, donc l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Nous sommes réunis donc sur le thème de la littératie en santé, enjeux, leviers et pistes d'action. Et nous accueillons aujourd'hui en tant qu'intervenant le docteur Marianne Durand, qui est chercheur en santé publique au CERPOP, qui dépend de l'INSERM, qui nous présentera les enjeux associés à la littératie en santé, les grandes questions de recherche qui balisent cette thématique, ainsi que les résultats disponibles et les avancées des recherches menées actuellement sur le sujet, notamment sur le dépistage du cancer colorectal. Et enfin, Denis Manhart, qui est directeur de l'Association belge de promotion de la santé, culture et santé, qui nous présentera les différents leviers possibles pour favoriser la littératie en santé des populations et des outils développés par Culture et Santé sur ce thème. Avant de leur donner la parole, je fais 2-3 mots de rappel sur ce qu'est l'IREPS, ce qu'est le CODES et quel est le lien avec le DRAPS. Donc l'IREPS, c'est l'association qui est porteuse du DRAPS, et le CODES, comme je dis à l'instant, est l'opérateur du DRAPS pour le département de l'Hérault. Donc IREPS et CODES sont des associations loi 1901 qui ont pour mission d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, développer la formation pour renforcer les compétences des professionnels et professionnaliser les interventions, proposer un appui documentaire aux professionnels et au public et intervenir en éducation pour la santé auprès des publics. Le DRAPS, donc le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé, c'est un dispositif régional, partenarial, avec une programmation fondée sur les besoins des acteurs pour s'informer, se former et échanger autour des questions en prévention, promotion de la santé sur les départements de la région Occitanie. Pour ceux qui ne connaissent pas le DRAPS, je vous invite bien sûr à aller parcourir son site internet qui dispose de nombreuses ressources, et vous avez également une newsletter du DRAPS à laquelle vous pouvez vous abonner pour être au courant des nouveautés. Donc, les matinales de la recherche qui nous réunissent aujourd'hui, les objectifs des matinales, c'est de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, de valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle mobilisant les données probantes, évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. La matinale d'aujourd'hui est sur la littératie en santé. Donc, la littératie en santé désigne les connaissances, la motivation et les compétences permettant d'accéder, comprendre, évaluer et appliquer de l'information dans le domaine de la santé pour ensuite se forger un jugement et prendre une décision en termes de soins de santé, de prévention et de promotion de la santé, dans le but de maintenir et promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence. Voilà pour la définition de base, et bien sûr, nos deux intervenants vont nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on entend par ce concept et comment on le travaille. Je vous partage toutefois une infographie qui est proposée par le site Promo Santé Île-de-France, qui détaille dans les étapes de la littératie en santé: accéder, comprendre, évaluer, appliquer, avec des exemples. Donc, accéder, ce pourrait être par exemple pouvoir poser des questions à son médecin ou à son professionnel de santé référent, obtenir des plaquettes d'informations, en discuter avec son entourage, chercher des informations ciblées sur des sites Internet. Dans la catégorie comprendre, il y aurait par exemple demander des précisions à son médecin pour s'assurer d'avoir compris, lire et comprendre l'essentiel des messages contenus dans les plaquettes d'informations, les sites Internet, etc. Par évaluer, on pourrait entendre par exemple comparer des différentes informations, évaluer leur fiabilité, se questionner sur ses propres motivations et réfléchir dans quelle mesure les conseils et dispositifs existants peuvent s'appliquer à son propre quotidien. Et enfin, appliquer, ce pourrait être par exemple se faire prescrire le traitement nécessaire, tester une prise en charge particulière, consulter un spécialiste, réaliser un dépistage, adopter ou limiter un comportement, participer à un groupe de soutien, etc. Donc, quand on parle de littératie en santé, donc d'accès à l'information, d'accès, compréhension, évaluation, application de l'information pour la santé, on parle de l'information qui peut porter sur les déterminants de santé, le système de santé et de protection sociale, les facteurs de risque et de protection liés à une maladie, un accident,
la maladie, le corps et les soins. Voilà, c'est la santé au sens large. Voilà pour la petite introduction. Merci pour votre attention et je laisse sans plus tarder la parole à Marianne Durand. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Je vais partager mon écran, puis après je vais me présenter très brièvement. Donc, je m'appelle Marianne Durand, je suis effectivement chercheure au CERPOP, qui est une unité de recherche INSERM, unité mixte avec l'université Toulouse-Paul Sabatier, qui est un centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations. Je travaille également en Suisse pour une université qui s'appelle Unisanté, qui est un centre de médecine générale, et aux États-Unis où je suis professeure associée adjointe à l'université de Dartmouth. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la littératie en santé et dans le cadre de mes recherches et de ce qui nous intéresse au CERPOP, c'est vraiment avec l'angle d'essayer d'utiliser la littératie en santé, d'agir dessus pour pouvoir réduire les inégalités sociales de santé. Donc j'aimerais tout d'abord remercier tous nos collaborateurs et collaboratrices, et cela inclut des patients et patientes et citoyens, citoyennes partenaires qui sont impliqués dans toutes nos recherches et dans l'un des projets que je vais vous présenter. Donc c'est une approche participative où on implique des acteurs de terrain, dont des patients et des citoyens. Voilà mes conflits d'intérêts. J'ai développé un outil qui est sous licence auprès d'une compagnie aux États-Unis. Ce n'est pas directement pertinent dans le cadre de cette présentation, mais mieux vaut déclarer trop que pas assez. Donc, dans le cadre du projet que je vais vous présenter, c'est une collaboration avec 8 équipes dans 4 régions de France. Vous voyez à l'écran les équipes qui apparaissent. Cet essai est financé par l'Institut national du cancer et dans l'idée d'avoir une approche participative de collaboration active avec les acteurs de terrain, les patients, les citoyens et leurs proches, on travaille avec les centres de coordination et de dépistage des cancers des 3 régions qui participent à l'essai. On travaille aussi avec plusieurs associations locales et nationales, soit qui s'intéressent à la promotion du dépistage, soit qui essayent d'aider les personnes en situation de vulnérabilité, puisque vous allez voir, cet essai s'intéresse particulièrement aux populations en situation de vulnérabilité et de précarité. Je vais vous en dire plus, ne vous inquiétez pas. Donc, le contexte de cet essai, avant de se pencher sur la littératie en santé, c'est le dépistage du cancer colorectal, le 3e cancer le plus fréquent, le 2e cancer le plus meurtrier. Et là, on s'intéresse au programme de dépistage organisé qui se fait avec le test FIT, qui est donc le test de prélèvement des selles et d'analyse. Alors, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, on n'est pas les seuls. Il y a un recours insuffisant au dépistage, vous êtes sans doute très au courant, et puis qui ne s'arrange pas, malheureusement. Vous voyez les données là sur la gauche de ma diapositive. Le taux de participation reste faible en France, mais est sur une tendance plutôt descendante, puisqu'on était à 33% en 2016, et que là, sur les dernières données, on est autour entre 30 et 29%. Et je pense que les conséquences de la pandémie ne vont pas arranger ça non plus. Donc, la littératie en santé, revenons-y. Donc, on vous a présenté tout à l'heure une définition. Donc, c'est vraiment la capacité des personnes à comprendre et gérer la complexité des enjeux liés à la santé. Une faible littératie en santé est une barrière au dépistage du cancer colorectal, mais vous allez voir, c'est associé à beaucoup d'autres choses aussi. Donc, voilà une autre définition qui est proche de celle de tout à l'heure, puisque c'est la même source, c'est Promo Santé, mais elle est un peu simplifiée. On définit également 3 niveaux qui vous ont été présentés tout à l'heure avec cette figure. Alors là, il y en avait même 4, mais au niveau de la littérature sur la littératie en santé, c'est vrai qu'il y a vraiment 3 niveaux dont on parle qui sont croissants, c'est-à-dire que le niveau le plus simple, c'est la littératie en santé fonctionnelle. Puis après, on parle de littératie en santé communicative, interactive et de littératie en santé critique. Donc, la littératie en santé fonctionnelle, qui est le niveau de base, correspond aux compétences en lecture et en écriture qui permettent à la personne et à ses proches de comprendre l'information sur la santé
et la façon d'utiliser le système de santé, de savoir quel médecin aller voir, qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir un spécialiste par rapport à un généraliste, toutes ces choses-là. Ensuite, le niveau au-dessus, qui demande un peu plus de compétences, c'est la littératie en santé interactive. Et là, on fait référence au développement des aptitudes du patient à poser des questions. Donc ça, c'était bien mis en évidence sur la diapo de tout à l'heure. À communiquer sur sa propre santé, savoir expliquer ses symptômes et à identifier ses lacunes en matière de connaissances. Donc pouvoir dire, bah là, je n'ai pas bien compris, j'aimerais que vous me donniez plus d'informations. Et enfin, le dernier niveau et le niveau le plus sophistiqué, c'est la littératie en santé dite critique, qui est la capacité à prendre des décisions éclairées en matière de santé afin de gérer de manière appropriée sa santé et sa maladie. Ça peut être par exemple des choses comme décider quel test on va faire s'il y a un choix entre plusieurs tests, décider quel médicament on va prendre, peut-être avoir accès à d'autres informations et revenir voir son médecin en disant bah voilà, vous ne m'avez pas parlé de ce médicament-là, mais j'ai trouvé telles informations sur Internet et j'aimerais qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que la littératie en santé est-elle importante? Alors, une littératie en santé limitée est associée à de moins bons résultats en matière de santé, à une morbidité plus importante, un moins bon état de santé général et une plus grande utilisation des des services de santé. Pardon. Et dans les études qui ont été faites sur des populations plus âgées, on a vu également une association avec une mortalité plus élevée. On reconnaît l'importance de la littératie en santé de plus en plus au niveau international dans les politiques de santé mondiale et de santé publique, et plus récemment en Europe et en France. Alors en France, s'est créé en 2017 un réseau pour la littératie en santé qui s'appelle REFLIS, duquel je suis membre, et on est beaucoup d'autres à faire partie de ce réseau-là. Il y a eu des études, une étude européenne notamment qui a montré que 47% des participants sur 8 pays d'Europe avaient une littératie en santé limitée et avaient donc des difficultés à mettre en œuvre les 3 niveaux que je vous ai montrés tout à l'heure, la littératie fonctionnelle, communicative et critique. Je vais vous montrer ce qu'on sait maintenant pour la France. À l'époque de cette étude-là, qui était 2014-2015, je crois, la France ne faisait pas partie des 8 pays d'Europe qui avaient participé à cette étude. On y a remédié depuis, ne vous inquiétez pas. Comment prendre en compte une littératie en santé limitée? Alors, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça depuis longtemps. Au départ, beaucoup dans des pays anglophones, donc qui ont essayé de voir comment on peut intervenir. Donc là, on s'intéresse à la recherche interventionnelle. Que peut-on faire pour agir, prendre en compte la littératie en santé? Donc, vous voyez là à l'écran des revues systématiques de la littérature. Alors, il y en a eu 2 avec 38 et 42 études, donc il y a déjà beaucoup de travaux dans ce domaine, qui ont identifié plusieurs éléments qui amélioraient la compréhension, la présentation des informations essentielles seules. Et ça, c'est quelque chose quand on forme les professionnels de santé à la littératie en santé. C'est l'une des premières choses qu'on explique. Essayer d'identifier les 3 informations clés qu'on va pouvoir présenter aux patients. Ajouter des représentations graphiques aux données numériques. Donc, quand on présente des chiffres tels que le risque d'avoir le cancer colorectal, par exemple, eh bien, on essaye de présenter ces risques de façon visuelle également, et puis d'expliquer les risques, et puis d'utiliser des façons de présenter les risques qui vont être plus faciles à comprendre que les pourcentages seuls, par exemple. Et puis, on ajoute des vidéos ou des images. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti de ces revues. Et il y a une autre analyse plus récente qui a été faite en 2018 sur 23 études cette fois-ci, et qui suggère que les interventions en littératie en santé les plus prometteuses sont adaptées aux besoins des patients ayant un faible niveau de littératie en santé. Ça paraît logique, hein, vous allez me dire, si on veut agir sur la littératie en santé, il faut que les interventions soient faciles à lire, à utiliser, mais ce n'est pas évident que ça. Des fois, ce n'est pas facile d'adapter la façon dont on communique, surtout sur des thématiques complexes telles que la santé. Alors, il y a pas mal de déterminants et d'associations à la littératie en santé, qui est l'une des raisons pour laquelle nous, on s'y intéresse dans le cadre des inégalités sociales de santé, puisqu'on sait qu'une littératie en santé limitée, hein, j'ai mis LS sur l'écran, mais c'est littératie en santé, affecte préférentiellement les patients en situation de précarité financière, les patients qui vont avoir une position socio-économique plus basse et un niveau de scolarité inférieur et un âge plus avancé. On sait qu'il y a donc une relation entre la position socio-économique et le niveau de littératie en santé qui suit la forme d'un gradient.
Donc, le niveau de littératie en santé augmente avec le niveau social, avec la position socio-économique. La littératie en santé est à la fois associée à l'état de santé, à la position socio-économique, ce qui fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de cette dimension un mécanisme potentiel de construction des inégalités sociales de santé. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est déjà un angle potentiel d'action. Donc, l'idée, c'est d'aborder la littératie en santé, de faciliter l'accès aux informations, l'activation en santé, l'empowerment dans le contexte des soins, pour améliorer l'accès équitable à la santé et aux soins. Donc, on essaye d'évaluer, de développer des mesures. Il y a des mesures qui existent, qui sont traduites et validées en français, déjà pour mesurer le niveau de littératie en santé des personnes, et puis ensuite de créer des interventions qui vont permettre d'aider les personnes qui vont avoir une littératie en santé plus basse. Alors, revenons à la prévalence très rapidement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les données pour l'Europe, donc 47% sur ces 8 pays européens. Donc, on a fait la même chose en France. Donc, la première, ce qui est en jaune, ça fait référence donc, à cette étude de Sorensen, les 47%, les 8 pays européens sauf la France. Et ce que vous avez dessous, c'est des données qui ne sont pas encore tout à fait publiées, mais j'ai le droit de vous les montrer. C'est nos collègues à Marseille et puis dans d'autres régions de France. Mais ce projet a été dirigé par le professeur Julien Mancini pour essayer d'évaluer donc, le niveau en France. Et vous voyez, c'est assez proche. On est à 44%. Et en fait, on considère que problématique et insuffisante, les deux rentrent dans la définition d'une littératie en santé limitée. Alors, pour revenir à cet essai dont je vous parlais tout à l'heure avec les 8 équipes financées par l'INCa, l'objectif, c'est d'évaluer l'impact d'une formation pour les médecins généralistes et d'une intervention pour les usagers qui va combiner une brochure et une vidéo pour améliorer le recours au dépistage du cancer colorectal dans les zones défavorisées dans 4 régions de France. Donc, région PACA, région Auvergne-Rhône-Alpes, région Île-de-France et région Occitanie. On essaye d'améliorer les connaissances et l'activation des patients et patientes également. Ça, c'est les objectifs de mesure secondaires. On améliore les connaissances des médecins. Donc, il y a la formation qui va leur permettre d'améliorer leur connaissance du dépistage, mais évidemment de la littératie en santé également. Et on évalue également la transférabilité, l'acceptabilité de la formation et puis la capacité à proposer cette formation de façon plus routinière. Donc, c'est les perspectives d'implémentation, de mise en œuvre plus durable. Donc, non seulement on évalue l'efficacité de quelque chose, mais on veut essayer de comprendre aussi si cette intervention, une fois prouvée efficace, peut être mise en œuvre de façon systématique et routinière à l'échelle nationale. Et on évalue également l'impact médico-économique. Voilà le modèle de l'intervention pour essayer de comprendre quelles sont les entrées, les choses sur lesquelles on va jouer. Donc, un projet qui est ancré conceptuellement, qui reprend les principes de littératie en santé avec des traductions contrôlées, validées. On part d'une intervention qui a été prouvée efficace aux États-Unis et on l'adapte pour utilisation en France en reprenant les contenus qui existent en France, mais en utilisant une approche communautaire, une approche participative pour s'assurer que les contenus de l'intervention sont acceptables et utilisables à la fois par les médecins, mais également par les usagers. Bon, je vais passer sur le reste, que je voudrais vous montrer quelques petites vidéos. Les méthodes, alors on utilise pour promouvoir la rigueur de ce type de recherche des critères et des guides méthodologiques Spirit et consorts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On est toujours guidé par des trames conceptuelles qui permettent de vraiment à nouveau améliorer la rigueur et puis cibler le développement et l'évaluation des interventions en santé publique pour minimiser les inégalités sociales. Et puis cette approche participative, donc où on a un conseil communautaire avec des patients et citoyennes, associations, institutions engagées dans la prévention, également dans l'aide des publics vulnérables, qui se réunit tous les 3 mois et qui nous aide vraiment qui nous a aidé à conceptualiser le projet, écrire la demande de financement et puis mener cet essai depuis mai 2020. Alors, c'est un essai à 2 bras. Il y a un groupe interventionnel. Je vais vous montrer l'intervention. Je vous en ai déjà parlé. Le médecin généraliste est randomisé
soit dans le bras interventionnel, soit dans le bras contrôle. Et contrôle, c'est la façon dont ils présentent le dépistage du cancer colorectal d'habitude, de façon usuelle. Alors au départ, on avait prévu de recruter que 32 médecins. On pensait que ça allait suffire avec l'idée de pouvoir recruter 1024 patients. En fait, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc là, je crois qu'on en est déjà à 40 médecins et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel. Si il y a des médecins dans l'audience ou si vous connaissez des médecins généralistes dans les 4 régions dont j'ai parlé, qui pourraient être intéressés à rejoindre l'essai, on recrute encore pendant 7 mois, donc jusqu'à fin novembre, et on va inclure de nouveaux médecins jusqu'à la fin juin de cette année. Donc l'essai est aussi sur clinicaltrials.gov, qui est le registre des essais cliniques. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est en anglais, mais on peut traduire dans DeepL si c'est une barrière. Donc l'intervention, je vous l'ai dit brièvement, formation pour les médecins généralistes et les livrables, brochures et vidéos pour les patients. On recrute dans les zones défavorisées. C'est la dernière puce sur ma diapo. Ça, c'est important puisqu'on veut vraiment cibler ces patients en situation de précarité qui ont tendance à avoir encore moins recours au dépistage. Donc, si vous voulez des chiffres, dans certaines zones, ça peut descendre jusqu'à 15% par rapport aux 29% à l'échelle nationale en France. Donc, c'est très important pour nous de cibler ces zones-là. Donc, on utilise un indice qui s'appelle le European Deprivation Index, qui permet de coder des iris, des zones de la France. Donc, ça peut être plus ou moins précis en fonction de la taille de la commune ou de la ville et qui permet d'établir sur une échelle de 1 à 5 le niveau de précarité de la zone. 5 étant le plus élevé, 1 étant le moins précaire. Donc, nous, dans le cadre de cet essai, on ne recrute que des médecins qui exercent avec des EDI de 4 ou de 5. Donc, à chaque fois, il faut qu'on code leur adresse, qu'on vérifie qu'ils se trouvent dans cette zone de plus grande précarité pour recruter leurs patients. Et ensuite, par contre, on ne fait pas de sélection au niveau des patients, on les inclut tous et on fera des analyses pour faire la distinction entre les patients qui ont un niveau de précarité plus important et les patients qui sont moins défavorisés. On leur fait remplir des échelles qui nous permettent ensuite d'avoir une idée plus précise de leur situation personnelle, sociodémographique pour pouvoir déterminer la précarité de chaque participant. Voilà les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, les personnes qui rentrent dans le cadre du dépistage organisé, qui peuvent remplir un questionnaire en français. Et alors, je vois que je ne l'ai pas mis sur mes diapos, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ce n'est pas que en français. On a justement tout un système d'interprétariat. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Je suis désolée, une erreur de ma part. Donc, c'est en français, bien sûr, mais également dans une autre langue accompagnée d'un interprète. Donc, on a tout un système. On utilise l'interprétariat social ISM, je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'interprétariat à la minute, qui permet, quand nos assistantes de recherche appellent les patients pour les questionnaires téléphoniques, et bien, si la personne ne parle pas le français, on peut quand même faire l'entretien avec l'interprète par téléphone. Donc, le critère du jugement, c'est le taux de participation. Puis, vous voyez des critères secondaires. On collecte les données donc, par téléphone principalement, puisque avec des publics en situation de vulnérabilité, c'est plus simple de faire comme ça. Alors, c'est plus simple sur le papier. Après, on a toujours des difficultés des fois à ce que les gens décrochent, à s'y restent pour toute la durée du questionnaire. Donc, on a mis en place maintenant également un questionnaire en ligne. Donc, on leur propose dans un second temps, si ça ne les arrange pas de faire par téléphone, de pouvoir compléter le questionnaire en ligne. Mais c'est vrai que ça, c'est embêtant parce que d'un point de vue littératie en santé, les personnes qui ne sont pas à l'aise, soit avec leur ordinateur, donc il y a la littératie numérique que je n'ai pas abordée mais qui rentre là-dedans, soit juste avec le texte, ça va être compliqué de faire tout seul, en particulier pour les personnes qui ne parlent pas la langue. Donc, on privilégie quand même l'entretien standardisé par téléphone, 1 semaine et 1 an après la consultation de dépistage, l'inclusion dans l'essai. Et donc, c'est nos attachés de recherche clinique dans les 4 régions qui ont été formés et qui font un travail formidable et qui recrutent ces patients et les appellent ensuite. Et on collecte également des données auprès des médecins généralistes avant la formation, dans le bras interventionnel, mais également dans le bras contrôle au même moment, puisque dans le bras contrôle, ils ne sont pas formés. 1 an après, et il y aura un entretien semi-directif à la fin de l'essai en 2023. Alors, on a des résultats préliminaires à vous présenter. Déjà, les bénéfices de cette approche participative où on a pu adapter ce qui avait été fait aux États-Unis
vraiment en impliquant les patients, les citoyens, les médecins, les usagers. J'aurais dû dire que dans 6 sur 8 des équipes, on a des médecins généralistes qui sont dans les équipes, qui nous conseillent, qui nous permettent de mettre en place un essai qui va être quand même, comment je dirais, qui se conjugue bien avec la pratique clinique usuelle. Et donc, pareil pour la formation des médecins. On a vraiment impliqué dans tout le développement des documents, des scripts, des présentations PowerPoint, des médecins, des personnes qui travaillent dans les CRCDC des 4 régions pour s'assurer que les contenus sont acceptables et utilisables. Ça va même jusqu'au choix du logo. Donc, vous voyez ici le logo de l'étude des codes qui a été choisi avec nos médecins, nos équipes et nos patients et citoyens partenaires. On a fait une enquête, on leur a proposé plusieurs logos, on a travaillé avec une compagnie de graphisme et de communication et c'est le logo qui a été choisi. Et donc le D, en fait, c'est le D de « c'est top, c'est bon ». C'est pas évident, je ne sais pas si on capte direct. La brochure, là aussi, donc la brochure, c'est l'une des 2 choses qui est dans l'intervention côté usager, brochure plus vidéo. Alors, on a fait des focus group avec le conseil communautaire, on a recueilli les brochures qui existaient en France, en voyant ce qui avait été fait aux États-Unis, mais pour essayer de reprendre ce que l'INCa avait fait, de ne pas réinventer la roue, de ne pas reprendre ce qui existait déjà. Donc, on a essayé de voir si ce qui existait était utilisable tel que, ou si on pouvait y apporter des améliorations. Donc, l'idée, c'était qu'effectivement, on pouvait apporter des améliorations, notamment rajouter des images et simplifier surtout le contenu textuel, rendre les contenus plus lisibles. Et donc, on a créé déjà, alors c'est pas beau du tout, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la première version qui était vraiment mettre sur le papier les idées de toutes nos focus group pour avoir une version avec des icônes et puis vraiment des sections et des questions simples. Comment, pourquoi, bon à savoir, à retenir. Ils en parlent, vous voyez en bas à gauche, là, le témoignage des gens. Et vous allez voir la version jolie, c'est beaucoup mieux. Voilà, une fois qu'on est passé par une compagnie qui sait créer des brochures, on arrive à ça. Alors ça, c'est pas la brochure. Si, ça, c'est la version finale. Donc, c'est la version 5. On a testé, jusqu'à arriver à une version qui va être, qui est utilisée dans l'essai depuis octobre 2021. Donc voilà, je vous montre la deuxième page. C'est une brochure en 6 volets qui est donnée aux usagers d'un groupe interventionnel, en plus d'une vidéo qui est développée par l'INCa, qui est une vidéo de 3 minutes humoristique qui présente le dépistage du cancer colorectal et explique comment faire le recueil des selles. Autre bénéfice de l'approche participative au niveau du recrutement des médecins, on avait beaucoup de difficultés au départ. On voulait un échantillonnage raisonné aléatoire, donc en fonction de certaines caractéristiques, le genre, la pratique, soit seule, soit dans des maisons de santé, et puis l'affiliation ou non à un département universitaire, parce qu'on pensait que ça pouvait beaucoup influencer si les médecins étaient déjà chercheurs ou avaient déjà une idée de ces thématiques-là. Et puis, on n'arrivait pas du tout à recruter. Ça ne marchait pas. On avait 5 médecins. Donc, on est passé à un recrutement boule de neige avec notre approche participative. Et là, ça a fonctionné. Et donc, là, on a plus de 40 médecins qui participent. Alors, les animations, je sais que j'ai plus que 2 minutes, mais j'y suis. Je vais juste vous montrer très rapidement ce qu'on a créé pour la formation des médecins. Bonjour, je vois que vous avez reçu une lettre pour faire le dépistage du cancer du côlon et du rectum. J'ai pas bien compris ce qu'il faut faire, c'est écrit très petit. Êtes-vous d'accord pour qu'on en parle ensemble? Le dépistage, c'est un test gratuit à faire vous-même chez vous. Le test cherche du sang caché dans les selles, le caca. Chez vous, lorsque vous aurez envie de faire caca, il faudra prélever un peu de caca avec une tige. Je vais vous montrer comment faire avec des images. Le test permet de savoir s'il y a un polype qui saigne dans votre gros intestin. Savez-vous ce que c'est? Non. Regardez. Un polype est une petite boule qui pousse dans l'intestin. Si on l'enlève, cela évite d'avoir un cancer. Le test permet de trouver un cancer tôt et de le soigner plus facilement. Grâce au test, 90 personnes sur 100 guérissent. Et c'est pour cette raison que c'est important de faire ce test. Êtes-vous d'accord pour le faire? Je ne sais pas, j'ai peur de ne pas savoir faire. Je vais vous expliquer comment le faire chez vous. Écrivez d'abord la date.
Voilà, je vais arrêter là parce que je suis déjà à 25 minutes, mais vous avez une idée de ce qu'on essaye de véhiculer auprès des médecins pour donc leur expliquer comment communiquer ces questions de dépistage du cancer colorectal de façon simple en agissant sur la littératie en santé. Voilà, et donc normalement, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore, Marianne, et je vous laisse la parole, Denis. Merci. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais me présenter. On m'a déjà présenté, mais je vais peut-être présenter l'organisation dans laquelle je suis actif, qui est Culture et Santé. Culture et Santé est une association d'éducation permanente et de promotion de la santé. Éducation permanente, en France, ça se traduit par éducation populaire. Et on est actif en Wallonie et à Bruxelles, donc en Belgique francophone, et notre objet social est ancré, axé sur les inégalités sociales de santé et leur réduction. En tout cas, on essaie de contribuer à leur réduction. Et pour ce faire, on est reconnu par les autorités comme organisme de soutien en matière de littératie en santé. On a vu avec Marianne que la littératie en santé pouvait être un levier d'atténuation des inégalités sociales de santé. Donc, c'est dans ce champ-là que nous travaillons. Et concrètement, on édite une série de ressources et d'outils et on essaye d'accompagner à leur utilisation et aussi de former des relais à la question de la littératie en santé et à l'action pour favoriser cette littératie en santé. Voilà encore une définition, mais ici, c'est intéressant de partager l'approche, la vision culture et santé sur la littératie en santé, qui est parfois différent de certains autres types d'approches. Et donc, pour nous, la littératie en santé, on a adapté une définition canadienne. Pour nous, c'est la capacité d'accéder à de l'information, de la comprendre, de l'évaluer et de l'appliquer, de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer la santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours de la vie. Donc, on a vraiment une vision assez large de la littératie en santé et aussi une vision de la santé de manière globale, donc la santé vue à travers l'ensemble de ses déterminants et pas uniquement à travers le soin. Pourquoi agir en faveur de la littératie en santé? Différents objectifs. Pour voir, ça on l'a évoqué précédemment, pour pouvoir mieux comprendre le système de santé, y recourir et interagir avec lui et ses acteurs. On est dans une optique de prévention de la maladie et de soins. Mais aussi, la littératie en santé permet d'appréhender mieux les enjeux de la santé de sa communauté, de pouvoir s'y engager. On est dans une optique plutôt de santé communautaire. Dans un spectre plus d'éducation populaire, c'est aussi la littératie en santé permet de gagner en autonomie, autonomie de réflexion et d'action, que ce soit à un niveau individuel, mais aussi collectif. Et on rejoint aussi une visée de participation à la société. En tant qu'acteur de promotion de la santé, la littératie en santé contribue à promouvoir la santé puisqu'elle permet de mieux comprendre la santé et ses déterminants et afin de mieux peser et de peser positivement sur l'ensemble de ces déterminants. Les caractéristiques de la littératie en santé, pour nous, les caractéristiques qu'on doit retenir pour nous, c'est intéressant de savoir que la littératie en santé évolue tout au long de la vie, selon les âges, selon les périodes de la vie, on n'a pas le même niveau de littératie en santé. La littératie en santé aussi fonction du contexte dans lequel elle s'exerce. Si je suis en Belgique, j'aurai plus de facilité à ce que la littératie en santé s'exerce, tandis qu'en France, toute une série de barrières vont s'amonceler et ma littératie en santé sera moins évidente à mettre en œuvre. Elle dépend aussi des situations de vie, du contexte émotionnel, du contexte de santé. Et donc, les situations de vie vont également influencer la littératie en santé. J'y reviendrai. Pour qui renforcer prioritairement la littératie en santé? On l'a évoqué aussi.
on sait que ça ne concerne pas qu'une petite minorité de personnes. Voilà, on a parlé d'une personne sur deux, donc il y a vraiment un intérêt à avoir une dynamique universelle et que les actions en faveur de la littératie en santé concernent la population dans son entièreté. Mais il faut aussi avoir une attention à certaines catégories qui sont plus concernées. On parle des personnes âgées, les personnes ayant un plus faible niveau d'inscription, les personnes qui ont connu l'exil. Et donc là, il y a une dynamique de proportionnalité qui est à mettre en œuvre. Et donc, l'universalisme proportionné est recommandé. La littératie en santé, aussi une question de justice sociale. En effet, les groupes qui ont le plus besoin d'intervention de soins et de promotion de la santé ont également un niveau de littératie en santé plus faible que la moyenne de la population. Donc, agir en faveur de la littératie en santé, c'est agir en faveur de l'équité en santé. Comment renforcer la littératie en santé? Et là, c'est une dia assez importante pour nous, puisque la littératie en santé est une responsabilité partagée, puisque à la fois, il y a nécessité de renforcer les compétences et les aptitudes des individus, mais aussi d'avoir une attention sur l'exigence et la complexité des systèmes qui sont en place, puisque la littératie en santé est un point d'équilibre entre des compétences individuelles et la complexité exigence d'un système. C'est-à-dire qu'il faudra à la fois agir sur les individus en prenant en compte leur environnement, mais aussi faire en sorte que les systèmes, les environnements et les acteurs qui agissent au sein de ceux-ci soient plus à même de faciliter l'exercice des compétences en littératie en santé. Donc, c'est un double mouvement qui est recommandé pour agir en faveur de la littératie en santé. Quels déterminants prendre en compte? Ici, on en a déterminé 3 chapeaux, des facteurs individuels à prendre en compte et aussi à influencer, des caractéristiques individuelles à prendre en compte comme l'âge, comme les capacités cognitives de base, des compétences, les compétences en lecture, écriture, maîtrise de la langue, mais aussi les compétences numériques, mais aussi en facteur individuel, les expériences de vie des personnes. Une expérience migratoire ou l'expérience dans un système de soins de santé va influencer la littératie en santé. Le deuxième chapeau est lié aux facteurs plus situationnels d'un instant, d'un moment de vie. On a par exemple les préoccupations, ça peut être les besoins à l'instant T en santé, mais aussi les émotions, l'état émotionnel, l'anxiété, le stress plus ou moins présents vont déterminer la littératie en santé de la personne. Et enfin, des facteurs environnementaux, je l'ai déjà précisé, la configuration des systèmes de protection sociale et de santé, leur complexité, leur lisibilité vont être un facteur essentiel. Le réseau de soutien social, le fait d'avoir plus ou moins d'accroche au niveau familial, de personnes ressources dans le monde professionnel ou dans l'entourage plus associatif ou de services publics. Et aussi les systèmes d'information qui sont essentiels. Et donc, il faudra jouer sur ces différents niveaux pour renforcer la littératie ou soutenir la littératie en santé des personnes. Alors, quelles sont les interventions possibles en faveur de la littératie en santé? Et là, je vais citer Promotion Santé Île-de-France, qui a identifié 3 niveaux d'intervention possibles. Des interventions simples qui se concentrent sur une seule dimension de la littératie en santé. Et souvent, ce sont des interventions qui vont agir sur l'accessibilité, faciliter l'accessibilité des informations. Le deuxième niveau, ce sont les interventions complexes. Et là, je vais plus insister, puisque je vais vous faire part d'une initiative de culture et santé. Et là, c'est agir sur les niveaux de compétences des individus au sein d'un groupe en prenant en compte leur contexte et de manière située. Et enfin, là, on a
la démarche la plus complexe et la plus intégrative, c'est créer des environnements qui sont favorables à la littératie en santé, à l'exercice des compétences. Et là, on parle de littératie en santé organisationnelle, j'y vais revenir. Alors, les interventions simples, on a eu aussi quelques exemples précédemment. On parle, par exemple, d'adapter des supports de communication et d'interaction en passant par des visuels, en utilisant un langage clair, en utilisant des écrits faciles à lire et à comprendre. C'est aussi dans les dynamiques orales et interactives d'avoir une attention à parler le plus clairement possible, à s'assurer aussi de la compréhension des messages qu'on veut faire passer et aussi d'identifier les situations plus à risque ou plus complexes d'incompréhension. Il y a aussi dans cette catégorie-là de la sensibilisation, la formation des professionnels à ces dimensions de la littératie en santé. Mais c'est vrai qu'on est très fort sur les dimensions accès et compréhension de la littératie en santé. Les interventions sur l'environnement, l'idée c'est, j'y reviens, de rendre favorable à l'exercice des compétences les environnements. Et de manière intégrative, c'est-à-dire en pointant les différentes dimensions de la littératie en santé. Donc, rendre des systèmes plus lisibles, rendre des droits plus effectifs en essayant d'éliminer le plus de barrières possibles. On parle aussi d'accessibilité de l'information, on parle aussi de formation et d'habilitation de nouvelles fonctions, notamment la médiation, la navigation, pour que les personnes puissent plus facilement se retrouver dans un système. Et donc, on parle maintenant de littératie en santé organisationnelle, c'est-à-dire qu'on va porter une attention au sein d'une organisation à la littératie en santé, et ce, de manière transversale. Et Marianne l'a également évoqué, on parle souvent de précaution universelle, c'est-à-dire de penser l'information et l'organisation des dispositifs pour celle ou celui qui a le moins de possibilités de les comprendre ou de les utiliser. Ici, il y a un petit schéma, mais je n'aurai peut-être pas le temps de le décortiquer. On pourra venir peut-être ensuite sur les questions-réponses qui présentent les bases d'une organisation pro-littératie en santé. Et donc, il y a différents critères pour rendre son organisation plus favorable à l'exercice des compétences. Alors, qu'entend-on par intervention complexe? Et là, je prendrai un peu plus de temps pour expliquer. Eh bien, ce sont des démarches éducatives en groupe, situées dans un contexte spécifique. Ça peut être de l'éducation thérapeutique du patient, ça peut être des cours de français, des cours d'apprentissage de la langue, des groupes de formation au sein d'une structure d'aide sociale ou d'accompagnement d'insertion socio-professionnelle. Ça peut être des groupes de parole dans un centre de santé. Et les objectifs de ces démarches, c'est de renforcer les compétences individuelles en prenant en compte les vécus et l'environnement des personnes du groupe, mais aussi de faire évoluer, et là on rejoint un peu la littératie organisationnelle, de faire évoluer favorablement l'environnement des personnes et du contexte dans lequel le groupe se situe, en partant des vécus et des savoirs qui auront été élaborés au sein du groupe. Et donc là, on rejoint des démarches d'éducation populaire et de promotion de la santé, puisqu'on soutient une pédagogie active, c'est-à-dire qu'on va travailler sur différentes compétences à travers l'expérimentation de différentes compétences. Et donc, Culture et Santé a expérimenté ce genre d'intervention il y a quelques années. Et on a organisé, créé des ateliers littératie en santé au sein de 2 groupes d'adultes issus de quartiers populaires. Le premier était situé à Bruxelles, un quartier de Bruxelles qui s'appelle Saint-Gilles, au sein d'un centre d'action sociale. Et le deuxième, nous sommes allés à Liège, à Droix, et on a travaillé les questions de littératie en santé au sein d'une association communautaire qui n'était pas directement liée
à la question de la santé ou des soins. Et dans ces groupes, on retrouvait essentiellement des personnes issues de l'immigration qui étaient en apprentissage de la langue et ou présentant un risque de difficulté d'accès à certaines ressources santé. L'intervention, elle était focalisée sur l'exercice des compétences en littératie en santé et sur l'empowerment. Et donc, il ne s'agissait pas de transmettre de l'information ni de partager des normes de comportement. On ne s'inscrivait pas dans une logique normative, mais il s'agissait voilà, de développer certaines attitudes, certains réflexes, certaines réflexions. Et on a proposé différentes séquences d'animation permettant de traverser les 4 dimensions de la littératie en santé: accès, compréhension, évaluation et application. Et l'idée de ces expérimentations, c'est de pouvoir faire ressortir une démarche et des points clés qui pourraient être utilisés dans d'autres contextes. Donc, on avait une perspective de transférabilité et on a concrétisé ça par l'édition d'un guide il y a quelques années. Et donc, quelles séquences d'animation on a pu mener au sein du groupe? Je vais regrouper les différents exercices, séquences en 6 gros blocs, même si ces blocs et ces séquences s'enchevêtrent. L'idée, notre vision et notre souhait à nous quand on développe des ateliers en littératie en santé, c'est de partir sur une base commune et une définition commune de la santé, et de pouvoir un peu décrypter ce que chacune et chacun met derrière le terme santé, et aussi d'approcher la santé de manière globale, multifactorielle, et pas uniquement à travers la question du soin ou de la prévention médicalisée. Il était aussi utile d'échanger sur les informations en santé et les enjeux qui sont afférents à l'information en santé, puisque c'est, on l'a vu, quelque chose qui est de plus en plus prégnant et qui va déterminer certaines attitudes et certains comportements ou certaines visions de la santé et de ces enjeux. Et cette partie introductive permet aussi de relever les préoccupations du groupe, sur quel thème il est intéressant de poursuivre les réflexions. Alors, on a travaillé sur la première dimension de la littératie en santé, qui est l'accès à l'information. Et donc, on a proposé au groupe, par exemple, de lister et puis de cartographier les sources d'informations santé de chacun et chacune. C'est de savoir un peu quels canaux les personnes utilisaient, quels lieux elles fréquentaient, quelles personnes étaient ressources en matière d'information santé. L'idée aussi d'identifier, par exemple, des communautés d'information en matière de santé. Ça, c'était une première séquence. Une deuxième, c'était amener le groupe à effectuer des recherches d'information et de support sur un thème que nous avions défini ensemble. L'idée, c'était de recueillir un peu les pratiques de chacun dans le prolongement de ce qu'on a évoqué en première séquence, mais aussi d'identifier des freins à l'accès à l'information. La dimension suivante, c'est la compréhension de l'information. C'est généralement la dimension de la littératie en santé qui est la plus travaillée dans les interventions. Ici, on a à partir des supports qui avaient été recherchés par le groupe, on a analysé ces supports écrits et on a identifié quels étaient les freins à la compréhension des supports en matière de format, en matière de mots, vocabulaire utilisés, de messages qui étaient peu ou pas compris. Et la deuxième étape, c'était de pouvoir reformuler certains passages de brochures d'information dans les mots que les personnes, le groupe, comprenaient. Enfin, dans cette catégorie compréhension de l'information, on a également travaillé la littératie interactive et plus communicationnelle,
en animant un jeu de rôle médecin-patient qui permettait à des membres du groupe de se mettre dans la peau d'un médecin et se mettre dans la peau d'un patient avec différentes problématiques. Et ces jeux de rôle permettaient d'identifier les leviers d'une meilleure compréhension mutuelle entre médecins et patients. Voilà, ça c'était un autre registre intéressant en matière de compréhension de l'information. Enfin, la troisième dimension, c'était l'évaluation de l'information, qui est une dimension essentielle actuellement, qui devient de plus en plus importante. Avec la crise Covid, on a connu une surabondance d'informations et des pertes de repères pour évaluer, identifier les informations valides ou correspondant à sa propre situation. Et donc, pour travailler cette partie-là, on a essayé d'analyser des messages santé dans la presse sur base d'une grille de critères afin que chacun puisse y porter un regard critique. Et on a fait la même chose sur des informations santé véhiculées sur Internet autour d'un thème. Et là, il y a une série de critères et une grille de questions qui a été élaborée. C'est par exemple pouvoir identifier l'auteur, pouvoir identifier de quand date l'information, mais aussi de savoir si cette information est sourcée, si elle est recoupée par d'autres canaux. Et donc, ça, c'est la dimension évaluation qui a été travaillée. Ensuite, ça, c'est la dimension de la littératie en santé la plus oubliée pour l'instant, c'est la question de l'application de l'information. Et là, on a travaillé à partir de recommandations santé et de savoir, dans un premier temps, quels étaient les freins individuels et collectifs à l'application d'une recommandation santé. Il s'agissait de les lister et, à la suite de cela, d'identifier des leviers de mobilisation en lien avec cette recommandation. Sur 3 niveaux, les leviers au niveau individuel, les leviers au niveau collectif au sein du groupe et les leviers au niveau de la société. La dernière séquence d'animation était une séquence un peu plus intégrative et ça rejoint un peu l'initiative qui a été présentée précédemment par Marianne. Mais il s'agissait avec le groupe de créer, de diffuser un support maison, un support lié à des informations santé créé par le groupe lui-même. Et donc, il y a eu un thème fédérateur qui a été trouvé. Il s'agissait ici de l'alimentation biologique et d'identifier un peu ses atouts au niveau notamment de la santé. Et on est parti sur une analyse de l'existant, de récolter de la matière, des brochures existantes, des ressources. Et ensuite, il s'agissait en groupe de formuler un contenu et d'organiser la forme du support. Donc, il s'agissait de voir quelles informations on allait mettre dans le support, comment on allait le hiérarchiser, quel type de visuel on allait utiliser. Et donc, une fois le support réalisé, il s'agissait aussi de communiquer autour du support, puisque le support n'est qu'un élément de médiation entre différents publics. Et donc là, c'était faire des exercices de communication autour du support, comment on allait pouvoir s'approprier le support pour pouvoir communiquer. Et donc, voilà un peu les différentes dimensions, les différentes étapes. Tout ça s'est fait en plusieurs moments d'animation sur 3 mois. Et on a aperçu, vraiment, on a pu identifier les atouts de l'action collective pour renforcer la littératie en santé dans cette perspective-là. Pourquoi l'action collective? Parce qu'elle se structure autour de vécus et de préoccupations du groupe, des préoccupations qui sont fédératrices et communes.
L'idée aussi de l'action collective, c'est qu'elle se base beaucoup sur l'échange et qu'il y a de l'entraide au sein du groupe où il y a un partage d'expériences et de ressources. Tout le monde n'a pas le même niveau de littératie en santé, tout le monde n'a pas les mêmes expériences et le fait de mettre ça en commun fournit une dynamique intéressante pour tout le monde. L'action collective aussi implique la participation des membres du groupe dans le choix des thèmes à aborder, ce qui favorise la participation et le fait d'être concerné. Ça favorise aussi la recherche de solutions, et ça revient à l'entraide, au partage d'expériences. C'est aussi impliquer le groupe dans l'expérimentation, dans la mise en lien des questions avec certains contextes particuliers. Et là, je pense en particulier à la dimension application. Voilà, en fonction des contextes, une information sera plus ou moins facile à appliquer. Et donc, c'est intéressant d'identifier la diversité des contextes et le groupe peut amener cela. Tout ça nécessite de la part de la facilitatrice, de l'animateur, une posture d'ouverture et de pouvoir se laisser guider par le groupe, ce qui n'est pas toujours évident. Et du côté du groupe, ça, puisqu'on est sur des compétences et des capacités fondamentales, c'est aussi c'est aussi important que le groupe puisse se laisser guider et donc parfois il y a des inconnus, une perte de repères puisqu'on ne vient pas avec quelque chose de cadré, mais le chemin se fait en marchant. Et donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, si c'est déjà écoulé. Une minute ou deux, on peut prendre si ça vous va. Voilà, c'était les supports édités par Culture et Santé. Donc, on a édité ce guide déjà il y a 5-6 ans à partir des expériences. Le guide reprend des repères théoriques et des pistes d'animation. Et puis, depuis quelques années, on crée des fiches pratiques pour les professionnels pour leur permettre concrètement d'intervenir sur les différentes dimensions de la littératie en santé. Donc, on a fait sur les aspects accès, les aspects compréhension, la littératie en santé numérique, mais aussi la littératie en santé de certains publics cibles, comme les personnes âgées ou les personnes sourdes. On a travaillé l'application, on a aussi travaillé un peu la littératie organisationnelle, par exemple en donnant des balises pour rendre un lieu d'accueil plus favorable à l'exercice de la littératie en santé. On a fait également des outils sur la COVID, des outils d'animation qui prennent avec comme objectif de renforcer la littératie en santé dans ce contexte spécifique. Et on a fait aussi un guide d'animation sur l'évaluation de l'information dans un contexte de pandémie. Voilà. Et pour se procurer les outils, on a un site cultureetsanté.be où tous les outils sont téléchargeables. Il y a certains outils qui sont en prêt, je crois également en France. Et sinon, il y a des outils disponibles sur demande auprès de notre centre de documentation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Denis, pour votre intervention aussi. Je me permets d'ajouter en complément qu'il y a sur le site du DRAPS en téléchargement une bibliographie existante sur le thème de la littératie en santé dans lequel vous retrouvez des ressources théoriques et aussi des guides pratiques, dont ceux de Culture et Santé, mais aussi d'autres sur comment élaborer des supports qui soient dans une démarche de littératie en santé, dans le respect en tout cas des valeurs de la littératie en santé. Je me fais tout de suite le relais des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, en commençant peut-être par les questions pour Marianne. Il y avait une question qui était: comment est-ce qu'on peut accéder aux index EDI sur la région Occitanie? Oui, alors merci, c'est une excellente question. Donc, ils ne sont pas disponibles en accès public, mais on peut contacter une plateforme que vous connaissez sans doute, qui est la plateforme de l'IFERIS. Je vais mettre, si c'est possible, le nom dans l'adresse email, pardon, dans le chat. C'est possible que je fasse ça? Oui. Ok, alors, excusez-moi, je retrouve tout de suite. Voilà, c'est APRIS. Donc, c'est une plateforme pour la recherche interventionnelle qui travaille avec les acteurs de terrain. Donc, je pense que ça rentre bien dans le cadre de ce dont on parle aujourd'hui.
Voilà, donc vous pouvez les contacter. Ils peuvent faire toutes sortes de choses en fonction de votre projet, dont par exemple imprimer des cartes du département ou de la région dans laquelle vous vous trouvez pour vous indiquer avec des couleurs, par exemple, les zones qui sont des EDI de 4 et 5 pour vous permettre de localiser les zones les plus défavorisées de vos localités. Et d'autres choses, hein, beaucoup d'autres choses. Ça, c'est une possibilité. Merci. Il y avait une question de la part d'une doctorante en sciences de l'information et de la communication qui travaille sur la prévention primaire des troubles du sommeil. Donc, sa question, c'est savoir comment est-ce que vous appréhendez les liens entre littératie numérique et littératie en santé au sein du projet que vous menez. Oui, alors dans le cadre de notre projet, on ne l'appréhende pas. Cette question-là ne fait pas partie de nos questions de recherche, surtout qu'on a fait l'effort intentionnellement de délivrer l'intervention sur papier. La question de la littératie numérique, bien qu'il y ait une vidéo, elle est quand même beaucoup moins pertinente. Et c'est vrai qu'on s'intéresse seulement à la littératie en santé sans faire passer des échelles qui vont essayer de mesurer la littératie numérique. Mais il y a des collègues du réseau Reflis qui s'intéressent à ces questions-là. On pourra mettre aussi d'ailleurs sur la page du DRAPS le lien vers le site du réseau Reflis. Vous avez donc indiqué que une littératie en santé faible est liée en tout cas à l'avancée en âge. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est lié aux fonctions cognitives? Alors, ça peut être le cas, oui. Je ne sais pas en fait. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est une excellente question. Je ne sais pas si ça a été vraiment investigué de façon contrôlée qui permettrait de savoir exactement pourquoi les personnes âgées. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ça peut être lié à ça. Après, une autre hypothèse, c'est que l'accès à l'information est de plus en plus justement disponible en ligne. Est-ce qu'il y a aussi une barrière d'accès à l'information numérique qui fait que peut-être la littératie en santé, qui est quand même souvent nourrie par les contenus qu'on peut trouver sur Internet, est plus difficile pour ces personnes-là? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon expertise, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ces deux choses rentrent sans doute en ligne de compte. Merci. Une autre question, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer le niveau de littératie en santé? Sur quels critères on se base? Alors ça, c'est une excellente question, Denis. Je suis sûre que vous avez des choses à dire là-dessus. D'ailleurs, vous avez peut-être des choses à dire aussi sur la question sur l'âge, là, si vous voulez rajouter. Puis après, on peut répondre tous les deux à la question des mesures. Ok, ouais. Sur les personnes âgées, on a fait une fiche et on a pu identifier différents facteurs qui rendaient les personnes âgées plus à risque d'un faible niveau de littératie en santé. Et donc, il y a ce facteur de capacité cognitive qui diminue avec l'âge, mais aussi des capacités sensorielles, l'ouïe, la vision, etc., qui vont être des facteurs barrières. Il y a tout un aspect lié plus à la santé, à l'état de santé, avec des besoins de santé augmentés. Et donc, il y a plus d'exigences à être en contact, notamment avec le système de soins. Donc, les capacités de littératie en santé vont être plus sollicitées. Il y a toute la question aussi du réseau social qui, parfois, pour certaines personnes, hein, c'est pas une vision homogène, va se diminuer, où il y a plus de personnes qui sont isolées, alors qu'on sait que le réseau de soutien social est important en matière de littératie en santé. Et puis, il y a tous des facteurs également liés au système et à la préhension de la personne âgée, dans le sens où il y a parfois de l'agisme ou des représentations qui sont calquées et qui vont être un peu des freins à la littératie en santé. Il y a aussi les représentations que les personnes âgées aussi peuvent avoir du système de santé, qui lui est en train d'évoluer avec la question du patient partenaire, etc. Donc il y a vraiment différents éléments par rapport à cette question de l'âge. Et pour la question de l'évaluation de la littératie en santé, nous, on est en questionnement par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'études qui permettent d'évaluer un niveau de la littératie en santé. Je crois que ça a un intérêt de manière globale. Et là, je laisserai Marianne parler peut-être des critères d'évaluation. Mais d'un point de vue individuel, étant donné que la littératie en santé est facteur d'un contexte et de situation de vie, l'évaluer individuellement pour une personne, nous ne trouvons pas ça pertinent.
nous trouvons plutôt qu'il faille prendre, faut prêter attention à certains indicateurs, certains indices qui permettent d'identifier plus de difficultés, mais de l'évaluer de manière individuelle. Voilà, c'est à notre sens pas pertinent. Merci beaucoup, Denis. Du coup, je vais rajouter un petit peu par rapport aux mesures. Donc déjà, il faut distinguer l'évaluation subjective de l'évaluation objective. Donc l'évaluation subjective, c'est-à-dire qu'on demande aux gens si eux ont l'impression de bien comprendre les informations de santé, d'arriver à poser des questions à leur médecin. Donc il y a beaucoup d'échelles qui sont comme ça, qui demandent aux gens d'évaluer leur capacité à comprendre et à gérer leur santé. Donc ça, c'est bien déjà dans un premier temps, mais ce n'est pas une évaluation sûre, puisqu'il y a des biais de désirabilité qui font que les personnes vont parfois surestimer leur capacité à remplir des formulaires médicaux, à naviguer le système de santé. Donc, il y a des échelles qui vont de une question à 40 questions, par exemple celles qui sont utilisées dans le cadre de l'étude européenne là, de Sorensen pour évaluer la littératie en santé. Dans la pratique clinique usuelle, on peut utiliser donc ces échelles courtes subjectives. Il y en a une qui existe, qui est quasi validée en français, mais en tout cas la traduction est certifiée, qui dit, et on peut vous les communiquer après coup si vous voulez, mais en gros, c'est êtes-vous à l'aise pour remplir un formulaire médical ? Donc ça permettrait déjà d'avoir comme un screening, un dépistage des personnes qui vont ou vont ne pas être en difficulté, sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est subjectif, donc il y a un risque de surestimation des capacités. Ensuite, on passe aux mesures objectives qui vont là essayer vraiment de demander aux gens, par exemple, de choisir les bons mots pour décrire un examen de santé. Donc il y a une mesure qui s'appelle le TOEFLA et le TOEFLA court, et qui a été traduit et validé en français. Mais la difficulté de celui-là, c'est que déjà, je crois que ça prend entre presque une dizaine de minutes pour le faire passer. Et puis, c'est fait pour la passation en présentiel. Donc, si vous faites une collecte de données sur Internet ou papier, eh ben, ce n'est pas possible. Après, il y en a un autre qui s'appelle le Newest Vital Sign, le signe vital essentiel. Je ne sais pas exactement s'il y a une traduction mieux que ça pour le français, en tout cas pour le titre. Mais c'est une étiquette nutritionnelle de glace. Et on pose 6 questions, donc ça allie à la fois la numératie et la littératie en santé, puisqu'on demande aux personnes de faire des calculs et ensuite de dire si un aliment est plus ou moins gras, etc. Ça, on l'utilise dans des études et ça a été utilisé en pratique clinique dans les cabinets des médecins. Théoriquement, ça se passe en 3 à 6 minutes, mais on se rend compte là, dans cette étude des codes avec des personnes en situation de précarité, que les gens n'arrivent pas à y répondre. Se trouvent vraiment mis sur la sellette dans une situation d'examen où on leur demande de faire des calculs qu'ils n'ont pas envie de faire et ils ont peur de ne pas avoir la bonne réponse. Donc, on a même des cas où ils raccrochent au téléphone parce qu'ils ne veulent pas répondre à cette question-là. Donc, il y a une difficulté d'évaluation objective de la littératie en santé qui reste courte, pratique et qui soit accessible aux personnes qui ont justement une littératie en santé faible. Ça paraît complètement paradoxal qu'on développe des mesures, mais qui sont trop difficiles, trop compliquées pour que les gens puissent y répondre. Voilà. C'est une question complexe, mais ma réponse est longue, mais la question est vraiment complexe. Merci beaucoup à vous deux. On a une question sur comment est-ce qu'on intègre la formation par les pairs dans ce contexte de travail autour de la littératie en santé lié à ça. Donc, je vous les pose, il y en a un peu 3 en une. Quelle serait la place des enfants dans la littératie en santé? Et aussi, est-ce qu'il y a des travaux en littératie en santé ciblés sur le public adolescent sous main de justice? Je me permets de les rassembler. Denis, vous voulez commencer? Non, en tout cas, le public enfant-ado, on n'a pas travaillé là-dessus. Je n'ai pas connaissance de travaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Alors, je peux commencer par la question du public enfant-ado. Alors, moi, je ne travaille pas auprès des enfants et des adolescents, mais il y a des gens en France qui le font. Donc, à nouveau, ce réseau Reflis, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Reflis, on va vous passer la ressource. Vous avez une liste de projets et il y a plusieurs collègues en France qui travaillent avec les adolescents, les enfants aussi, mais je crois surtout les adolescents, et qui ont même adapté des mesures justement pour la passation avec les adolescents et qui ont, je crois, des projets interventionnels aussi auprès des enfants et des adolescents. Donc, c'est tout à fait pertinent.
il faut trouver les bonnes personnes qui ont les ressources et les outils pour ce public-là. Après, j'ai oublié la première question, je suis désolée, puis C'était après sur je reviendrai. la formation par les pairs, l'éducation par les pairs. Oui, alors ça se fait très bien. C'est un type d'intervention qui est efficace en littératie en santé. Il se trouve que nous, on ne l'a pas encore mis en œuvre dans ce projet-là, mais à nouveau sur le site de Reflis et puis au niveau de la littérature internationale, il y a beaucoup de gens qui forment des pairs pour ensuite aider au niveau de la médiation. Donc, il y a eu un projet sur Marseille. Alors, c'était pas vraiment ça explicitement, ça ne ciblait pas la littératie en santé, mais ça revenait quand même à aider des personnes en situation de précarité qui ne parlaient pas le français à naviguer le système de santé avec des pairs médiateurs qui étaient formés pour les aider à la sortie des consultations, à relire les ordonnances, à savoir qui contacter pour organiser un rendez-vous de suivi, une consultation avec un spécialiste, etc. C'est un projet qui s'appelle M2 Prusse, qui doit être sur la fin, donc pas loin de publication. Donc oui, c'est une très bonne piste et c'est des choses qui fonctionnent très bien. Ceci dit, l'implication des pairs, il faut être adapté au niveau de la façon dont on crée le projet, dont on le ressource. Ça coûte souvent plus cher d'impliquer vraiment des pairs, de les former et de prendre le temps ensuite de déployer l'intervention et de l'évaluer. Ouais, j'ai 2 initiatives en Belgique par rapport à cette éducation par les pairs, en tout cas, s'appuyer sur les expériences du vécu pour améliorer les organisations. Une initiative du service public fédéral de santé et notamment l'INAMI en Belgique qui rembourse les soins de santé, où il y a des experts du vécu qui sont engagés au sein du service public pour permettre d'identifier les freins et leviers, notamment en termes de littératie en santé, de compréhension du système. Et donc là, il y a tout un travail qui se fait pour cibler ce qui peut être amélioré à partir d'une expérience du système de soins et aussi d'une expérience de migration, par exemple. Et l'autre initiative, c'était de la formation par des patients de médecins. Donc, c'est un groupe de patients qui allait former des médecins sur différents obstacles qu'ils avaient pu rencontrer dans leur parcours de soins, dans une optique de rendre le personnel médical plus sensible à la question de la littératie en santé. Très intéressant. Il y avait une Merci. dernière question sur la justice, c'est ça? Oui, Ouais, alors, l'adolescence humaine justice. oui, donc ça, je ne sais même pas s'il y a des collègues dans Reflis qui travaillent là-dessus. Il faudrait regarder auprès des projets qui sont listés pour les chercheurs qui se concentrent sur la littératie en santé pour les enfants adolescents, s'il y a cet angle-là qui est abordé. C'est vrai que là, immédiatement, ça ne me vient pas à l'esprit, en tout cas en France. Je suis sûre qu'il y a des travaux au niveau international, mais je ne les connais pas. Merci. Marianne, par rapport à la brochure que vous avez présentée, est-ce qu'elle est accessible à tous, téléchargeable ou pour l'instant exclusivement dédiée aux participants au projet? Et oui, c'est le problème quand on fait un essai randomisé, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler les choses qui pourraient affecter notre capacité à évaluer l'impact de l'intervention. Donc, on a peur de ce qu'on appelle la contamination, c'est-à-dire que des personnes du groupe contrôle tombent sur la brochure. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, elle n'est pas disponible en accès public. Évidemment que le but, c'est de le faire. Donc, dès que l'essai est fini, 2023, on va travailler déjà pour la mettre à jour. Et puis, j'espère travailler avec l'INCa et les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers pour la mettre en ligne. Merci beaucoup. Un peu dans le même ordre d'idées, Denis, vous avez mentionné une grille de critères que vous utilisez pour analyser les messages santé dans la presse ou sur Internet. Est-ce que cette grille, pareil, est diffusable, utilisable, téléchargeable? En fait, ça se retrouve dans le guide Orange Littératie en santé. Il y a une piste d'animation là-dessus. Je ne sais plus quel numéro c'est. Et puis, dans le guide sur l'évaluation de l'information en santé sur le net en lien avec la crise Covid, il y a des éléments intéressants d'analyse d'une information qu'on a trouvée. Et on a fait également une fiche LISA, je ne sais plus quel numéro c'est, mais qui propose également
des questions à se poser face à une information disponible sur Internet. Voilà. Mais l'idée, c'est pas parce que c'est très difficile dans ce contexte d'infodémie, de surinformation, de mésinformation, de s'assurer absolument que l'information est exacte, etc. Mais c'est plus une démarche, un regard critique à partir d'outils concrets qui permettent de cerner, de donner du crédit, plus ou moins de crédit à une information. Merci. Et à propos de Covid, comment l'un et l'autre quel regard un peu critique vous portez sur tous les messages et les outils qui ont été transmis à la population en France et en Belgique dans le cadre de la crise, rapidement? Vous voulez commencer, Denis? Non, j'y vais. Critique, je ne sais pas, on va essayer de ne pas être trop critique, justement. Je crois que c'est compliqué quand on a une approche qui est plutôt réactive, parce qu'on essaye de faire face rapidement à quelque chose qui est très compliqué. Donc, je pense que tout le monde, Santé publique France, a fait ce qu'ils ont pu, les médias ont fait ce qu'ils ont pu. Après, c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de messages avec du texte. Il y a eu des efforts après qui ont été faits sur les petites affichettes avec des images et des étapes pour expliquer comment se laver les mains, comment minimiser la transmission, etc. Mais ça, c'est pas arrivé tout de suite parce que je pense qu'on était tellement dans un réagir vite que la tendance, c'est quand même de fournir des textes qui ne sont pas forcément très accessibles et qui ne vont pas être accompagnés d'images. Nos collègues en Grande-Bretagne ont fait toute une série de petits flashs entre les pubs où ils montraient des images. Alors déjà pour se laver les mains, et c'était juste une animation en couleur où on montrait les étapes, combien de temps, mais dès le début. Alors eux, ils ont réussi à le faire. Et ensuite, quand il y avait les flashs infos du Premier ministre pour expliquer les nouvelles restrictions, ils avaient réussi à projeter sur l'écran en même temps que le discours du Premier ministre un infographique très simple qui reprenait les nouvelles restrictions de façon imagée. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Si c'est quelque chose qu'on pouvait faire dans le futur, ce serait super. Voilà, il y a peut-être des choses similaires qui ont été faites en Belgique. En Belgique, il y a eu aussi beaucoup d'efforts en termes d'accessibilité, de compréhension, mais on est resté dans une logique universaliste. Et donc, comme si tout le monde vivait dans les mêmes contextes et avait la même compréhension, même s'il y avait certaines précautions universelles. On était aussi dans une dynamique très moraliste qui est aussi un peu en contradiction avec la littératie en santé où la logique veut qu'on habilite, qu'on rend compétent. Et ici, on était dans des dynamiques descendantes et très normatives. Et donc, il a manqué de proximité et d'adaptation dans ces logiques universelles. Voilà, c'est surtout dans la configuration des mesures. On n'a pas toujours pensé aux personnes qui étaient plus éloignées de certaines ressources socio-économiques, d'un contexte de logement particulier, dans des structures familiales qui étaient aussi, qui ne permettaient pas de suivre les mesures. Donc, non seulement, donc il y a eu cet effort un peu d'adaptabilité de la communication, mais elle n'a pas été suffisante et les mesures elles-mêmes n'étaient pas configurées pour être pro-littératie dans le sens d'une mise en pouvoir, en capacité de toutes les personnes et de toutes les strates de la population au niveau social. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Je vous fais part de 3 dernières interventions sur l'espace de discussion qui sont plutôt des témoignages en fait. Vous pourrez bien sûr les commenter si vous souhaitez. Un premier témoignage qui est de la part d'une personne qui est médecin généraliste qui représente l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux d'Occitanie. Union dans laquelle elle coordonne un groupe santé-environnement et donc elle précise, elle indique que la littératie en santé s'inscrit dans la globalité et notamment les objectifs de développement durable de l'ONU ainsi qu'à l'approche de santé planétaire sur laquelle je travaille également. Je constate en effet que les médecins et les soignants sont peu sensibilisés. Je vais proposer de faire passer via l'URPS une information avec des liens vers les outils
Si vous avez des idées pour améliorer l'efficacité de cette sensibilisation vers les médecins libéraux, je suis à l'écoute. L'amélioration des exercices coordonnés type ASALE, CPTS devrait aider à diffuser cette thématique globale. Je vous vois hocher la tête, Marianne. Est-ce que vous souhaitez ajouter un commentaire? Oui, non, mais c'est très important. Je suis ravie que vous soyez réceptive et qu'il y ait la possibilité de faire passer ces ressources. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles en France donc et en Belgique. Merci beaucoup, Denis, de partager toutes vos ressources avec nous. C'est vrai que c'est très, très utile. Donc, il y a ça, il y a Santé publique France. Il y a quelque chose qui est très bien pour les médecins, c'est communiquer pour tous. Je ne sais pas si la personne qui a posté ce message a vu ce guide-là. Alors, c'est très long, c'est plus de 100 pages, mais c'est vraiment très bien fait. Ça explique point par point comment écrire un message qui va être accessible à tous, à la plupart des gens. Et c'est vrai que les infirmières ASALE ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Au niveau de notre essai, par exemple, c'est souvent elles qui vont avoir les discussions avec les patients sur le dépistage et qui vont pouvoir leur expliquer la brochure et leur montrer la vidéo. Donc, oui, tout à fait, c'est tout très pertinent. Merci. Mais si je ne dis pas de bêtises, le guide dont vous parlez est dans la fameuse bibliographie du DRAPS sur le thème de la Oui, je vous littératie l'avais fait santé. passer, ouais. Donc un autre, pardon, Denis, vous vouliez peut-être commenter également? Non, c'est essentiel que la littératie en santé soit incluse dans la formation initiale des professionnels de santé de manière large, que ce soit le personnel médical, paramédical, les accueillants, mais aussi en élargissant au secteur social plus largement, et de pouvoir penser également à la formation continue, la sensibilisation sur ces questions-là, et donc de pouvoir accréditer aussi des formations pour les médecins par rapport à ça. Merci. Un prochain témoignage de la part d'une infirmière qui dit qu'en santé environnementale, les ateliers type nesting semblent correspondre aux objectifs de littératie en santé. Ils visent, à partir des connaissances et des besoins des participants, à chercher et trouver les solutions accessibles à tous. Donc, elle indique que pour les médecins libéraux, il y a des sites comme, je ne les connais pas, donc je les épelle sûrement très mal, l'ASEF et WECF France. Vous les connaissez peut-être, Denis ou Marianne? Non, je ne les connais pas. Je vais les regarder tout de suite. Merci. Est-ce que peut-être pour la personne qui a posté ce message, est-ce que vous accepteriez de mettre les liens directement sur le chat éventuellement? Merci beaucoup. Et enfin, voilà, je vous fais part d'un dernier témoignage donc d'une personne qui indique que le gros problème depuis une quinzaine d'années, c'est de discuter avec les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Qu'en est-il de la formation en psychologie des médecins à l'université? Il me semble très important de souligner aussi qu'il faudrait que les patients s'autorisent à dire ce qu'ils pensent. On voit trop les médecins comme ayant une espèce de toute-puissance qui vient certainement de l'inconscient collectif, entre autres, mais aussi de l'instruction à l'école et de la position du sachant face à l'apprenant. J'ai 56 ans et j'ai connu encore des profs qui nous aidaient à développer l'esprit critique. C'est rarement le cas depuis 10-15 ans. Ayant eu un cancer du sein, il a fallu que je me batte pour poser des questions et avoir des réponses, sans parler de la violence des réponses dans la façon de parler et dans l'information elle-même. Le fait que l'on ait accès à des publications scientifiques sur Internet change aussi la donne. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je ne vais pas commenter sur la formation parce que c'est vrai que c'est compliqué. Les syllabus, ils sont déjà très chargés. Je pense qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'on peut faire plus au niveau de la communication, de la littératie en santé. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus, sur la formation des médecins, des infirmiers, infirmières, etc., des professions de santé en règle générale. Au niveau de ce que vous décrivez, d'être patient et d'arriver à poser les questions, il y a un gros mouvement qui se développe en France, qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, des patients experts. Vous connaissez peut-être l'association Les Patients Experts. Il y a plusieurs autres associations en France qui sont parties au départ de l'éducation thérapeutique, mais qui se diversifient maintenant pour donner un rôle à tous ces patients qui souhaitent soit naviguer le système de santé déjà pour eux de façon plus... alors, j'ai les mots anglais qui me viennent, mais on parle d'empowerment, d'être vraiment activé, d'être capable de savoir quels outils aller chercher, comment poser les bonnes questions, déjà pour eux-mêmes, mais aussi d'aider les autres et puis d'aider les médecins. Donc, je vous invite à regarder le site de l'association Les Patients Experts, et il y en a plusieurs autres qui sont aussi, qui offrent des formations. Pardon. Merci beaucoup. Est-ce que Denis, vous souhaitez rajouter un dernier mot?
Non, en tout cas, il y a des évolutions sensibles pour l'instant, mais voilà, le pouvoir médical reste toujours bien présent. Et donc, voilà comment on peut partager ces pouvoirs-là. Mais c'est aussi l'objectif des logiques d'empowerment et d'éducation populaire permanente. Voilà. Un grand merci à vous deux pour vos présentations, pour les réponses aux questions. Merci à Laure et à Guillaume pour le soutien technique. Merci à tous pour votre attention, votre participation et pour les questions posées. Donc, je rappelle que la matinale, le replay de la matinale sera disponible sur le site du DRAPS très prochainement, ainsi que toutes les ressources qu'on a pu mentionner et que vous pouvez d'ores et déjà trouver sur le site du DRAPS, donc une bibliographie avec tout un tas de ressources sur la littératie en santé. Merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit à tous et à toutes.